Le président des sénateurs socialistes est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir Didier Guillaume. Bonsoir Michel Grossior. Et merci d'être avec nous à ce rendez-vous de Public Sénat avec les Échos, Radio Classique et l'agence France Presse. Et vous répondrez dans les 45 minutes qui suivent à 3 grandes questions. D'abord, François Fillon est-il en fait votre meilleur adversaire? Vous le direz à Jean-Francis Pécresse. Ensuite, François Hollande, Manuel Valls. Qui est le mieux placé selon vous pour 2017? La rivalité au sommet de l'exécutif, elle existe. Eh bien, elle sera abordée tout à l'heure par Stéphanie Le Rouge. Enfin, le Sénat est-il devenu, selon vous, depuis quelque temps, le laboratoire du fillonisme? Question posée tout à l'heure par Michael Zamès. Mais d'abord, une première question d'actualité. On le sait, avec les journalistes, François Hollande est-il aussi inconscient en mettant à leur disposition des documents classés confidentiels défense? Non, non, mais ça c'est une supercherie. C'est un montage fait par la droite, les élus de droite, notamment M. Ciotti, qui depuis dimanche soir a beaucoup de temps pour s'occuper de la destitution du président de la République. Non, c'est une réalité. On les a vus, ils ont été publiés par Le Monde. Oui, ça a été publié. Voilà, ce n'est pas du tout un problème du président de la République. Il a dit un certain nombre de choses. Tout le monde savait qu'il y avait des missions en Syrie. Tout le monde le savait. Rien n'a été dévoilé. Donc voilà, je pense que c'est un écran de fumée pour faire oublier autre chose. C'est dommage. Je vais vous dire une chose. Quand on passe son temps à dénigrer le président de la République, on dénigre la France. Quand j'entends M. Goasguen qui ce matin dit « Hollande dégage », c'est pas à la hauteur du débat politique. Il ne faut pas s'étonner après si tous les populismes, si tous les extrémismes règnent en maître dans ce pays. Parce que le président de la République a été élu. Il a été élu par tous les Français. Nous sommes en fin de quinquennat et jusqu'au mois de mai, il est président de la République. Il faut respecter la fonction, l'homme, parce que nous respectons la République et nous respectons la France. Là, on parle de révélations qui font l'objet, Didier Guillaume, d'une enquête ouverte par le parquet de Paris. C'était obligé. C'était obligé. À partir du moment où une demande a été faite par des députés, les Républicains. D'ailleurs, au départ, ils avaient annoncé que c'est tout le groupe. Finalement, il y en a beaucoup moins. Il y a aussi des gens qui réfléchissent. Vous savez, on ne joue pas comme cela. On sait très bien que cette destitution ne peut pas exister, ne peut pas arriver. C'est un coup politique, mais à force de faire des coups politiques, on s'aperçoit que les électeurs de la primaire en ont fait un autre. Ah oui, mais vous êtes rassuré en quelque sorte. Vous dites François Hollande ira jusqu'au bout de son mandat. Il n'y a plus beaucoup à attendre. Non, bien sûr, évidemment. Bien, mais quand même, vous dites tout le monde savait évidemment que la France voulait intervenir en Syrie, mais de là à laisser publier des documents sur une offensive qui était prévue, donc c'était en 2013, il n'y a pas que... Non, une offensive qui avait été faite. Il n'y a pas de révélation dans cette affaire. C'était un plan. Oui, d'ailleurs, aucun nom n'est donné, aucun lieu n'est donné. Simplement, tout le monde sait bien. Ça suffit quand même. Non, mais je vais vous dire une chose. Michel Grossior. Pour indigner les élus, les républicains, comme vous le dites, mais aussi les militaires, non, vous le savez. Pour indigner les élus républicains, ils s'indignent de beaucoup de choses. Je vais vous dire une chose, Michel Grossior. Combien y avait-il de millions de Français devant leur télévision quand, en direct de la War Room, il suivait Barack Obama cherchant à dézinguer Ben Laden. Donc il faut arrêter ce cinéma. Tout ça aujourd'hui, c'est chercher de vaines querelles qui n'en sont pas. Moi, je refuse de commenter les polémiques. Aujourd'hui, on a mieux à faire que de polémiquer. Nous gérons le pays. La droite est dans sa primaire. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Mais de là à montrer toujours du doigt le même, je trouve que ça fait beaucoup. Donc vous nous dites François Hollande est un président sans reproche dans cette affaire-là. Ah oui, dans cette affaire-là, c'est un président. Mais je me souviens quand même que Jean-Marc Ayrault avait dit à propos de la révélation des opérations d'assassinat ciblé de terroristes à l'étranger, qu'effectivement... Ça n'a rien à voir là. Non, ça n'a rien à voir, mais enfin on était quand même dans le domaine militaire, dans le domaine du confidentiel et du secret défense, et Jean-Marc Ayrault avait dit effectivement un président devrait se taire. Je ne sais pas ce qu'avait dit Jean-Marc Ayrault. Il avait dit ça. Oui, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que le président travaille, et que ce que je sais, c'est que quand nous sommes en guerre, il y a des faits de guerre, voilà. D'accord, alors votre défense est effectivement vive, assurée du chef de l'État, mais est-ce que vous ne craignez pas quand même pour lui un nouvel effet d'image ? Ah mais ça, vous savez, aujourd'hui, je ne suis ni sourd ni aveugle. Je vois ce que disent les Français, ce que disent y compris les élus, ce que disent des femmes et des hommes de gauche. Je vois bien qu'il y a encore du travail d'ici la fin du quinquennat. Il va falloir le faire. Bien. C'est dur parfois d'être toujours assuré la défense tout azimut du chef de l'État, Didier Guillaume. C'est jamais dur. Non, parce que vous savez, lorsqu'on est parlementaire de la République française, rien n'est dur par rapport à ce que je vois pour mes enfants, par rapport à ce que je vois dans la population. Rien n'est dur. Ce qui est dur, c'est d'être au chômage.
Ce qui est dur, c'est de vivre dans la précarité. Faire de la politique, lorsqu'on est passionné comme moi, lorsqu'on aime cela, lorsqu'on aime un peu batailler, dans le respect des uns et des autres, jamais un mot plus haut que l'autre vis-à-vis des personnes. Ce n'est pas dur de toujours tenir ce rôle d'avocat. Non, mais pas du tout, au contraire. Hein, face à tous les procureurs. C'est un bonheur de faire, de faire ce travail. Bah, écoutez, je vous propose après la défense, je vous propose l'attaque avec la première partie de l'épreuve de vérité pour laquelle donc nous accueillons Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Didier Guillaume. Bonsoir. Quel programme. Alors, est-ce que François Fillon est votre meilleur adversaire, dans l'hypothèse bien sûr où il serait confirmé dimanche prochain lors de la primaire à droite? Quelle surprise! Quelle surprise pour les sondeurs, quelle surprise pour les journalistes, quelle surprise pour les responsables politiques. On voyait bien que François Fillon remontait, mais personne ne pensait, y compris peut-être lui-même, y compris ses plus proches, qu'il arriverait à 44%, qu'il arriverait à ce niveau-là. Nous n'avons pas à choisir nos adversaires pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, moi, j'ai regretté que des femmes et des hommes de gauche soient allés voter. Ils allaient pour une chose, ils disaient, il faut nous préserver d'un retour de Sarkozy. Bon, je crois que les choses ont été faites. Maintenant, au deuxième tour, c'est la droite qui va choisir. Si c'est François Fillon, pour la première fois dans la Ve République, la droite aura eu un candidat très à droite, le plus à droite de la Ve République. Est-ce que ça veut dire que vous appelez clairement les sympathisants de gauche ce soir à ne pas aller voter Alain Juppé dimanche prochain à la primaire à droite? Moi, je n'ai pas appelé, les gens sont libres, mais je ne comprends pas. Vous leur demandez en tout cas. Non, mais je ne comprends pas que lorsque l'on est de gauche, on aille voter à la primaire de la droite. Donc il me semble que lorsque l'on est de gauche, on ne se déplace pas dimanche. Peu importe que ce soit Alain Juppé ou François Fillon, c'est le choix de la droite. De même que lorsque nous serons dans notre primaire, j'espère, je souhaite que les femmes et les hommes de droite ne viennent pas voter à notre primaire. C'est le choix d'un camp politique. Est-ce que c'est parce qu'au fond de vous-même, vous espérez bien avoir François Fillon, candidat de la droite, le 28... Non, mais écoutez, moi, je ne me place pas dans cet état d'esprit. Il y a une semaine ou 10 jours, personne pensait que François Fillon serait au deuxième tour. Et on nous disait, mais vous préférez Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy? Et déjà, je répondais, peu importe. Là, peu importe. Ce que je non, mais vous avez répondu, vous avez dit, s'il est élu, ce sera le candidat le plus à droite. Donc vous voulez le candidat le plus à droite, c'est ça votre avantage? François Fillon, c'est le candidat le plus à droite. Quand on regarde le programme aujourd'hui de la droite, entre Alain Juppé et François Fillon, globalement, il y a les mêmes choses. On supprime les fonctionnaires, on supprime des fonctionnaires, 300 000, 500 000... Des postes de fonctionnaires. Des postes de fonctionnaires, mais rendez-vous compte quand même que supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, ça veut dire qu'on ne recrute plus dans l'éducation nationale, dans la police, dans la justice, dans la gendarmerie, c'est aberrant. Comme l'a dit Alain Juppé. Mais bien sûr, on a une politique... Il ne faut plus en supprimer de postes de fonctionnaires? Comment? Il ne faut plus en supprimer? Vous n'en supprimez pas d'ailleurs vous-même? Non. Sur le quinquennat depuis le début, 2012, vous avez fait plus 30 000 fonctionnaires de l'État. Oui. Est-ce que vous êtes content de ce bilan, par exemple? Non, je ne suis pas content de ce bilan. J'en suis très fier. Et je le revendique comme républicain et homme de gauche. Je vais vous dire pourquoi. Créer de nouveaux postes Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand nous créons 60 000 postes dans l'éducation nationale, quand depuis 2012, il n'y a pas une fermeture de classe unique en zone rurale, quand depuis 2012, nous mettons des moyens dans les zones rurales, quand la droite supprime 8 ou 9 000 postes de policiers, nous en créons 13 000. Et je suis fier de cela. Parce que la France a besoin de fonctionnaires pour la police, la justice, la gendarmerie, l'hôpital. Bien sûr que si, on en manque. On n'en manque pas de fonctionnaires. Allez dire aux policiers qu'il y a trop de policiers. On a un taux de dépenses publiques de 58%. Oui. L'Allemagne, qui a moins de fonctionnaires, qui n'est pas réputée pour être un pays à la traîne, a 44% de dépenses publiques. Oui, mais vous savez 14 points d'écart de PIB. Vous savez très bien qu'on ne peut pas comparer. Est-ce que vous pouvez faire croire aux gens encore qu'on manque de fonctionnaires en France aujourd'hui? Non, mais je n'ai pas dit ça. La dépense publique pour la fonction publique augmente de 700 millions d'euros par an. 700 millions d'euros par an. Si je peux me permettre... Comment est-ce qu'on finance ça? François Fillon dit... Si vous me laissez répondre, je vous répondrai. Si vous ne me laissez pas répondre, je ne vous répondrai pas. Dit, par exemple, que nous nous endettons chaque année pour rémunérer ces postes de fonctionnaires. C'est faux. C'est faux? C'est faux. C'est faux. Alors répondez. Alors là, des arguments. Quand vous parlez de l'Allemagne, excusez-moi de vous dire, vous êtes trop affûté pour penser que cette comparaison ne vaut rien. Pourquoi elle ne vaut rien, votre comparaison avec l'Allemagne? Parce que vous parlez de l'État fédéral et pas des Länder. Et si vous rajoutez l'État fédéral et les Länder, je connais bien l'Allemagne.
je suis germanophile. On sait très bien qu'il y a des fonctionnaires dans les lenders. Vous ne prenez que l'État fédéral. Nous, on ne compte pas les régions. On compte, mais sûr que si, on ne compte que... Le PIB national, nous, notre objectif... Non, mais non, pas du tout. Avec l'Allemagne, on ne peut pas faire cette comparaison. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas de créer des fonctionnaires. Je peux vous dire quand même que depuis... Vous êtes quand même fier d'en avoir... Je suis très fier d'avoir créé 60 000 postes dans l'éducation nationale. Je suis très fier qu'on ait un bilan de plus 13 000 postes dans les forces de sécurité, la justice, parce que ça, c'est la réalité. Bon, revenons à Fillon, le programme Fillon. Les gens nous le demandent, ça. Mais nous sommes arrivés avec des déficits. Nous étions à 5% de déficit, nous allons être à 3%. Monsieur Fillon dit qu'il faut passer à 4,2. Non, il dit que ça sera 4,2 à cause de ce que m'aurait laissé la gauche. Voilà ce qu'il dit. Oui, mais peut-être, mais quand on regarde le bilan de ce quinquennat sur tout un tas de sujets, et notamment sur la dette, ceux qui ont augmenté la dette de 600 milliards d'euros, 600 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, pendant le quinquennat précédent, alors que nous l'avons diminué, on ne nous fait pas des leçons de gestion. On revient au programme de François Fillon, puisqu'on voulait savoir si c'était votre meilleur adversaire. Il est quoi, François Fillon? Il est thatchérien, pour vous? Il est très thatchérien, il est libéral économiquement et conservateur socialement. C'est vraiment ce qui le caractérise le plus possible. Je rappelle quand même le bilan de Mme Thatcher, toute la dérégulation, notamment dans les transports ferroviaires. François Fillon, il veut baisser l'impôt sur le revenu pour les familles aisées. Nous le baissons pour 12 millions de foyers fiscaux pour les familles classe moyenne. Il veut supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. On voit quand même qu'il est très libéral. Il veut augmenter la TVA, rendez-vous compte, de 2%. Vous vous rendez compte, ça veut dire de 2 points. Ça veut dire que tous les Français, lorsqu'ils vont acheter leurs produits de première nécessité, vont être impactés par une augmentation. Nous nous sommes refusés à le faire. On a parlé des fonctionnaires, on a parlé des travailleurs. La TVA sociale, nous pensons, nous, que c'est une erreur. Parce que par ailleurs, ils baissent les cotisations sociales. Que c'est une erreur. Et puis, sur l'aspect international, il aura à répondre à des questions et sur la société, sur la famille. J'ai compris d'ailleurs depuis ce matin, et ayant entendu M. Raffarin, et entendu M. Juppé lui-même, que dans le débat et dans les meetings, on va avoir des questions sur la famille, sur les questions sociétales et sur l'international. Parce que sur l'international, ça peut être un renversement d'alliance et un changement de pied par rapport notamment à la Russie de M. Poutine. Et là, il faudra qu'il s'explique. Alors, vous n'avez pas parlé des 35 heures. Je vous propose d'écouter François Fillon dire qu'effectivement, il veut revenir sur cette mesure emblématique de la gauche. Je considère que les 35 heures, c'est une des raisons des très graves difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Non seulement parce que les 35 heures ont fait baisser la compétitivité de l'économie française, donc ont provoqué du chômage, mais parce que les 35 heures ont généré des coûts, notamment en matière de dépenses publiques, à cause de la baisse du travail dans le secteur public. Donc il faut revenir sur les 35 heures. Tout le monde à droite est à peu près d'accord sur ce constat-là. En quoi est-ce qu'il est plus libéral sur ce sujet-là que d'autres candidats, que Alain Juppé par exemple? Non, sur ce sujet-là, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différences entre eux. Je crois qu'il y a des différences sur la durée moyenne de travail à la semaine, puisque lui, il voudrait mettre 48 heures. Enfin, peu importe. Enfin, revenir sur les 35 heures pour repasser à 39 heures, c'est pas une avancée sociale. Parce que qui c'est qui va ramasser, qui c'est qui va prendre? C'est toujours les mêmes, c'est toujours les plus faibles. Je ne vois pas l'intérêt. Alors évidemment, il dit, je ne vais pas vendre son programme, mais il dit, pour baisser le nombre de fonctionnaires à 500 000, il faut augmenter le temps de travail pour qu'ils travaillent plus. D'accord, très bien. Pour les payer plus aussi. C'est pas notre... oui, pour les rémunérer plus. J'espère bien que s'ils travaillent 39 heures, ils seront payés 39 heures et pas 35 heures. C'est ce que lui disait Nicolas Sarkozy. François, précise ton programme, parce que si c'est pour faire 39 heures, payer 35, alors là, c'est plus qu'un recul. Non, je crois qu'aujourd'hui, écoutez bien les économistes, qui sont en train de dire que le programme de François Fillon, s'il était appliqué, c'est moins 1 point. Moins 1 point de croissance. Donc on se retrouverait en décroissance. Attention. C'est sûr qu'avec notre taux de croissance actuel... Ben oui, il a un 3, un 4. On risquerait de mais nous nous l'avons maintenu. Vous entendre sur les questions sociales ou sociétales plus exactement, et notamment savoir ce que vous pensez de la polémique à droite qui oppose Alain Juppé maintenant et François Fillon sur l'IVG. Est-ce que vous pensez vous aussi que François Fillon est une menace pour le droit fondamental à l'avortement en France? Non, moi je ne vais pas faire de langue de bois ou du combat politicien, non, je ne le crois pas. Et je pense que, franchement, ce débat, enfin si toute la semaine on se tape un débat pour parler des questions très importantes, de l'IVG, de la PMA, de la GPA,
Je pense que les Français veulent entendre autre chose. Donc vous dites on fait un mauvais procès à François Fillon. Non, si. Oui, on fait un mauvais procès à François Fillon parce que je pense que c'est exagéré de passer on en est déjà une journée entière là-dessus. Bon, et puis ça va continuer, si j'ai bien compris, j'ai bien entendu sur votre plateau tout à l'heure le débat qui nous précédait. Mais il faut reconnaître que François Fillon est soutenu par la Manif pour tous, par Sens commun. Il fait partie de cette droite catholique traditionnelle ou traditionnaliste, et que, évidemment... Il n'a pas manifesté avec le... Non, mais il a pris des engagements, donc moi je respecte ses engagements. Il dit « je n'y reviendrai pas ». Bon, ben très bien, mon tac, je ne veux pas polémiquer sur des choses qui n'en valaient pas la peine, mais nous serons vigilants, parce que peut-être qu'autour de lui, il est poussé par des gens qui voudraient revenir là-dessus, c'est tout. Mais enfin, je pense franchement, c'est un sujet qu'il faut purger pour l'un et pour l'autre, mais il y a d'autres sujets à aborder au cours de la primaire de la droite et du centre que de parler toute la semaine de la famille, même c'est un sujet important. Mais ce qu'on vient d'évoquer, l'économie, le social, l'international. Lorsque vous voyez notre confrère Laurent Geoffrin ce matin dans Libération écrire que François Fillon serait un ramadan des sacristies, c'est une allusion aux prédicateurs des frères musulmans. Est-ce que vous pensez qu'il va beaucoup trop loin ? Ou est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Je vais vous dire une chose, chez moi dans la Drôme, leur dire François Fillon est un ramadan des sacristies, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi je ne parle que de choses dont je pense qu'elles peuvent être comprises par la population. Non, mais il fait le pendant pour être plus précis, et le directeur. J'ai compris. Non, mais d'accord, mais alors répondez, parce que d'accord, mais votre réponse, par exemple, si on vous dit également que dans cet édito, n'est-ce pas, Jean-Francis Laurent Geoffrin fait le parallèle entre l'islam politique et les prises de position aujourd'hui de François Fillon. Est-ce que ça vous indigne? Mais moi, je ne... Vous qui ne voulez pas être langue de bois, là, vous l'avez défendu sur l'avortement. Je ne vais pas être langue de bois, je ne suis pas là pour commenter les éditos de la presse quotidienne nationale. Très bien. Qu'est-ce que vous espérez pour le débat de jeudi soir? Vous espérez qu'Alain Juppé écrabouille François Fillon? Non, j'espère qu'il y aura un débat intéressant. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est pareil pour nous, pour le débat de notre primaire qui viendra fin janvier, peut-être en parlerons-nous tout à l'heure. Un débat à 7... Franchement, les débats ont duré 2h30, ils ont parlé 14 à 15 minutes chacun. C'est très compliqué d'organiser un débat de primaire à 7 candidats. Là au moins, ils seront les deux finalistes, ils auront du temps pour s'interpeller, pour répondre aux questions des journalistes et pour se poser peut-être des questions entre eux. Ça sera beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, et beaucoup plus clair. Comment est-ce que vous analysez, vous, le résultat de dimanche soir? Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la gauche, ou pour François Hollande en particulier, ou une mauvaise nouvelle? Au fond, est-ce que ce sont les sortants qui sortent, ou la possibilité pour François Hollande, en partant très bas, de faire un score extraordinaire? Les deux. Ça peut être les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Personne n'avait vu cette remontée de François Fillon, le fait qu'il arrive quasiment à 50% dès le premier tour. Moi, je fais un certain nombre d'analyses. Une analyse que la vérité paye, que François Fillon, il n'a pas fait beaucoup de bruit, il n'a pas fait de mousse, mais il avait un programme clair. Il a eu, me semble-t-il, bénéficié du vote utile. Et il est monté comme cela. J'en tire pas d'enseignement pour la gauche. C'est un enseignement pour la droite qu'il faut en tirer. Pour la gauche, nous verrons bien, nous, lorsque nous connaîtrons les candidats, comment les choses se passeront. Donc vous ne comprenez pas les électeurs de gauche qui se rendent à la primaire de la droite, mais pour ceux qui y vont finalement secrètement, votre envie, ce serait qu'ils votent plutôt Fillon, donc votre meilleur adversaire? Non, ça ne m'intéresse pas. Juppé. Non, franchement, je n'ai pas à donner de consigne parce que je ne vois pas pourquoi nous aurions à choisir entre l'un et l'autre, puisque les deux programmes se ressemblent beaucoup, hormis les questions sur lesquelles nous venons de parler. Avec Jean-Francis, merci beaucoup. Jean-Francis, deuxième partie de l'épreuve de vérité avec Stéphanie Lerouge de l'agence France Presse qui nous rejoint. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Stéphanie, merci d'être avec nous. Votre question au président des sénateurs PS ici au Sénat. Oui, alors nous souhaitons savoir si pour vous François Hollande est le meilleur candidat ou peut-être Manuel Valls, puisque celui-ci est de plus en plus à l'offensive. François Hollande et Manuel Valls sont les deux meilleurs candidats que nous pouvons avoir. Donc pour moi, les choses sont très claires. Il n'y a pas à les opposer. Il n'y a pas à poser ces questions. Le président de la République a dit qu'il donnerait sa réponse le 10 décembre. S'il est candidat, je le soutiendrai parce qu'il est capable de porter le bilan de son quinquennat qui a été décrié tout au long de ce quinquennat
à gauche comme à droite d'ailleurs, parce que les frondeurs ne nous ont pas aidés, mais dont ce quinquennat sera revalorisé, j'en suis certain. S'il est candidat, je le soutiendrai, et s'il n'est pas candidat, eh bien je pense que c'est Manuel Valls qui est celui qui devra prendre le flambeau, parce qu'il a été ministre pendant 5 ans, il a été Premier ministre depuis 2014. Mais moi, je ne veux pas participer au débat de choisir l'un ou l'autre, parce qu'en fait, institutionnellement, la question ne va pas se poser. Ils ne vont pas être candidats l'un contre l'autre, ou l'un face à l'autre, ou l'un à côté de l'autre. Ce sont les institutions. Une fois que le président de la République aura fait son choix, sa position dans la Ve République, eh bien les choses se décanteront et avanceront. Vous pensez que sa position actuelle, quelle est-elle? Je ne sais pas. Il faut attendre 3 semaines. C'est un peu lent, non? Quoi? Mais non, mais 3 semaines. Dans l'entourage on de en Manuel est... Valls, vous allez me dire, trouve que ça suffit cette course de lenteur. Mais c'est pas une course de lenteur, il a fixé le calendrier. J'avais dit, je crois chez vous d'ailleurs, que ici même à Public Sénat, que le président de la République est le maître de l'horloge. À partir du moment où il a dit qu'il donnerait sa réponse avant la mi-décembre, il donnera sa réponse avant la mi-décembre. Maintenant, Jean-Marie Le Guen, que Manuel Valls doit se tenir prêt? Non, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Votre question tombe bien. Je veux dire que nous devons nous tenir prêts. Parce qu'il ne suffit pas d'attendre comme ça, comme un oracle, la position d'un tel et d'un tel. Qu'est-ce qui se passe le jour où il se déclare? Que faisons-nous? Comment avançons-nous? Et la stratégie des socialistes, de ceux qui soutiennent le président de la République, de ceux qui sont ce que l'on appelle la gauche de la réforme, la gauche de gouvernement, les sociodémocrates, c'est de préparer la primaire de la gauche qui aura lieu le 22 et le 29 janvier. C'est ça notre... Et si tous les socialistes, là, entre aujourd'hui, maintenant, à l'heure où on parle, et le 10 ou le 15 décembre, se mettent à travailler sur le fond, sur l'organisation, l'architecture de telle ou telle candidature, je pense que les choses avanceront mieux. Alors, ne restons pas l'arme au pied et ne cherchons pas à opposer l'un à l'autre, ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas être opposés parce qu'ils ne sont ni concurrents ni adversaires. Alors, ils sont tous les deux d'énormes qualités. Le président de la République... Il y a une place pour deux, hein. Oui, il n'y a qu'une place à l'arrivée. Donc le président de la République donnera sa réponse. S'il est candidat, ça sera lui. Vous pensez que Manuel Valls peut jouer le rôle de rassembleur de la gauche? Parce qu'il a quand même l'image de quelqu'un d'extrêmement clivant. Il n'avait fait que 5% à la primaire de 2011. Il reste identifié à la droite du PS quand même. Non mais c'est le Premier ministre de la France. Il est comptable du quinquennat puisqu'il a été... pendant 5 ans au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans? Pourquoi je vous dis que ce bilan va être revalorisé? J'ai mis sur mon papier 5-6 points. Les inégalités, elles ont baissé. Les finances ont été redressées. L'économie a redémarré. Notre modèle social a été préservé. La sécurité sociale est équilibrée et l'école est devenue la priorité. Voilà, ce sont les orientations de gauche de ce gouvernement. C'est aussi la gauche qui a mis des millions de personnes dans la rue avec la loi travail. Si on cumule les très nombreuses manifestations alors, dans ces cas-là, si vous voulez avoir le record du monde, vous ajoutez ceux qui ont été mis dans la rue par Alain Juppé et par François Fillon, et là, c'est des dizaines de millions de personnes sur la durée de leur mandat. Donc, on ne va pas parler de record, mais on attend le chiffre. Mais aujourd'hui, la courbe du chômage s'est inversée. Aujourd'hui, il y a plus de demandeurs d'emploi qu'il n'y en avait en 2012. Parce qu'il y a plus de gens sur le marché qu'il n'y en avait en 2012. Mais aujourd'hui, l'INSEE le dit très bien, le chômage a baissé pour la première fois depuis les années 90. Autant. Mais moi, je n'aime pas parler de cela. Parce que, en fait, ça, c'est pas tellement dans le bilan. Le chômage, si, mais je peux vous le dire pourquoi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, sont les femmes et les hommes, c'est la patte humaine. Quand on dit le chômage baisse de 65 000, il a baissé sur l'année, il aura baissé. Le chômage aura baissé sur l'année. Nous avons gagné notre pari. Mais c'est rien par rapport à toutes celles et tous ceux qui sont demandeurs d'emploi, qui sont au chômage, qui souffrent. Alors, Stéphanie évoquait il y a un instant le ministre proche d'Emmanuel Valls, Jean-Marie Le Guen. Il était sur Radio Classique ce matin, il évoquait les hommes d'État à gauche. Écoutez, ils pensent comme vous, ils ne sont pas si nombreux. Il en voit 2 aussi. À gauche, il n'y a pas 150 hommes d'État. Je ne sais pas s'il y en avait 150 à droite, ni même 7, mais en tout état de cause, à gauche, à mon sens, il y en a 2. Il y a Manuel Valls et François Hollande. Alors, vous avez noté, il cite d'abord Manuel Valls et en 2, François Hollande. Ben moi, je vous dis, il y a François Hollande et Manuel Valls. D'accord. Voilà. Mais ce que vient de dire Jean-Marie Le Guen est important parce que la primaire n'a de sens que lorsque l'on regarde les candidats et qu'on se dit, est-ce que lui ou elle peuvent faire le job? Est-ce qu'ils peuvent être président de la République? Et moi, je pense que dans la primaire de la droite que nous venons de voir, il n'était pas 7 à avoir la capacité aujourd'hui.
je ne dis pas demain, mais aujourd'hui, il n'était pas 7 pour être président de la République. Je pense qu'il y en avait 3, et que ces 3-là sont arrivés aux 3 premières places, ce qui est logique. Vous savez, les gens, ils regardent les choses aussi. Et le renouveau, la nouveauté, les choix solitaires, ça marche bien, ça fait des comètes personnelles, mais après... Vous nous amenez sur le terrain du renouveau. Ça fait un moment que j'essaie de vous y amener, mais vous ne réagissez pas. Donc là, je suis allé avec mes gros sabots. Et je vais vous dire à gauche, aujourd'hui, il y aura, je ne sais pas combien, 4, 5, 6, 7, 8 candidats à la primaire de la gauche. Mais qui peut être président de la République? Certains préparent le prochain congrès du Parti socialiste, d'autres font des destins individuels. Mais aujourd'hui, il faut être président de la République. Il faut lutter contre le terrorisme. Il faut parler avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Je suis désolé, mais aujourd'hui, à gauche, et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, ils ne sont pas si nombreux que ça pour être président de la République. Question sur les autres candidats déjà déclarés à la primaire et sur Emmanuel Macron, dont la candidature hors primaire est irrévocable, il l'a répété. Oui, est-ce que Emmanuel Macron, pour vous, va être celui qui va enterrer la gauche du fait de ses divisions? Si Emmanuel Macron continue ce choix solitaire, va jusqu'au bout, comme il l'a dit. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est encore très loin. Mais s'il dépose sa candidature avec les 500 parrainages, ça veut dire qu'il fait le choix de la victoire de la droite. Parce qu'il devrait discuter avec nous. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, lui a dit: Emmanuel, viens dans la primaire de la gauche. Qu'il vienne dans cette primaire. Il se dit: je suis ni de droite ni de gauche. Faire comme conclusion à la primaire de la droite que les partis politiques sont morts au moment où les Républicains ont organisé une primaire de plus de 4 millions de personnes, excusez-moi de vous dire que c'est un peu hardi comme raisonnement. Et également sur le clivage droite-gauche, vous estimez qu'il est effectivement écoutez, on a parlé revitalisé par cette... Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé du programme de François Fillon. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche se mettent le dos dans l'œil. Oui, je vais vous demander, entre François Hollande et Manuel Valls, est-ce que l'un, pour vous, est mieux placé que l'autre pour empêcher une éventuelle candidature de Macron hors primaire? Non, je ne crois pas. C'était un des arguments des Hollandais. Non, mais il n'y a pas d'argument. Vous savez, la politique, il ne faut pas faire de la petite politique aérie et des trucs de boutique, ça ne marche pas. Il faut s'adresser aux Françaises et aux Français, au peuple. Pour l'instant, Emmanuel Macron est sur son nuage, il a fait des marches, il a fait du porte-à-porte, il est candidat, très bien. Il faut que celles et ceux qui le soutiennent se rendent compte qu'il ne peut pas arriver au bout. Il n'a pas d'espace politique. Il y aura une droite, peut-être un candidat du centre, et un candidat socialiste et d'extrême gauche et d'extrême droite. Emmanuel Macron ne peut pas être en l'air, en lévitation, tout le temps. Moi, je regrette. Emmanuel Macron doit faire partie de notre dispositif. Il a travaillé à l'Élysée sous l'autorité du président de la République pendant des années. Il a été ministre. Ça n'a pas été facile toujours de défendre la loi Macron. Moi, je l'ai défendu jusqu'au bout et je n'ai pas démissionné avant la fin, même quand je me suis fait beaucoup secouer par les gens dans la drogue. Alors, vous vous adressez à lui, là. Vous lui dites: reviens à la maison. Mais pas reviens à la maison. Je lui dis: Emmanuel, si tu veux que la gauche l'emporte à la présidentielle, il faut que nous soyons rassemblés. Mais vous voyez souvent le chef de l'État, François Hollande, est-ce qu'il a perdu tout espoir de le ramener à la raison, j'ai envie de dire, à sa raison? Je ne crois pas qu'on puisse ramener Emmanuel Macron à la raison. C'est à lui de prendre ses responsabilités. On ne va pas faire la danse du ventre devant lui, on ne va pas lui promettre je ne sais pas quoi, il n'y a rien à promettre. Aujourd'hui, l'enjeu est clair. C'est que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir dans ce pays. Et je pense que la gauche est plus à même que la droite de l'empêcher d'arriver au pouvoir. Est-ce que Manuel Valls n'est pas mieux placé que François Hollande pour justement faire baisser le score éventuel de M. Macron et donc peut-être le contraindre à renoncer peut-être, à renoncer ou à se ranger De toute façon, nous regarderons comment les choses seront après la désignation de notre candidat le 29 janvier. 22-29 janvier. Le départ, il sera là. Pour l'instant, on est à l'échauffement, là, le match n'a pas démarré. La droite aura son candidat dimanche soir. Et c'est long de faire campagne de novembre à avril-mai. Nous avons vu ça après les primaires de 2011. Nous avons notre candidat le 29 janvier. Eh bien, c'est le 30 janvier que les choses démarrent. Donc d'ici là, chacun compte ses troupes, chacun regarde. Mais le 30 janvier, une fois que nous allons partir avec notre candidat, il faudra que chacun assume le combat droite-gauche. Je veux le dire. Ceux qui nous racontaient qu'il n'y avait plus de clivage entre la droite et la gauche, que le ni droite ni gauche est une réalité, lorsqu'on regarde les programmes qui sont là, si on pense que nous avons du travail possible à faire en commun avec François Fillon sur les sujets que nous avons évoqués, je crois que c'est une erreur.
Nous avons plein de sujets communs avec la droite républicaine dans ce pays, la défense de la nation, le patriotisme, on va prolonger l'état d'urgence. Nous sommes des élus et des femmes et des hommes responsables. Mais sur le programme économique et social, nous ne sommes pas sur la même ligne. Alors, vous vous êtes adressé à Emmanuel Macron il y a une minute, Didier Guillaume. Vous n'avez pas répondu à notre question, selon vous. Qui est le mieux placé pour 2017, entre François Hollande et Manuel Valls? Mais vous le savez très bien, Manuel Valls, lui, il s'estime le mieux placé. Il plaide pour son cas en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous lui dites au Premier ministre? Je n'ai pas à lui dire quoi que ce soit. Excusez-moi, vous posez des questions auxquelles je ne réponds pas, ça fait la deuxième. Mais le 10 décembre, je dis à tous les socialistes, restons tranquilles, restons sereins, travaillons, rassemblons-nous. Nous avons face à nous une droite qui se durcit et qui se droitise, voire sur certains sujets s'extrême droitise. À nous de faire bloc et de montrer aux Français qu'il y a une différence entre la gauche et la droite, entre le programme et ce que nous avons fait pendant 5 ans. Je pose ma question, parce que lui, Emmanuel Valls, il voit une différence entre lui et François Hollande. Il y a quelques jours à Berlin, c'était la semaine dernière, et hier à la Fortville, il adressait le portrait robot, vous l'avez entendu, du candidat de gauche pour 2017, et il doit avoir les qualités suivantes: la méthode, la rigueur, l'engagement personnel, l'incarnation et l'autorité. Et en fait, c'est son portrait. Je vais vous dire, je pense que François Hollande coche toutes les cases là. Parce que affronter le quinquennat comme il a eu un des plus durs quinquennats, non, mais ça c'est votre analyse, votre commentaire. C'est pas une critique en creux. Lorsqu'il fait ce profil type, c'est un profil type qui correspond aux deux. Le président de la République, s'il décide d'être candidat le 10 décembre, sera soutenu par une immense majorité et par Manuel Valls et modestement par moi-même. Et s'il ne le décide pas, nous serons dans une autre phase. Stéphanie, oui, François Hollande, les sondages montrent qu'il peut perdre face à Arnaud Montebourg. Est-ce que les socialistes qui ont soutenu la ligne gouvernementale, dont vous faites partie, peuvent se permettre de laisser le parti à Arnaud Montebourg? Non, là, il ne s'agit pas du parti. Il s'agit parce que le parti, à la limite, je dirais, c'est moins grave. Là, il s'agit d'incarner quelque chose pour la prochaine élection présidentielle. Et je vous réponds non. Je réponds non à votre question. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, s'il était désigné, la démocratie s'exprimerait, mais avant le 29 janvier, nous devons tout faire, tout, pour que la ligne réformiste l'emporte. Les équilibres de ce pays nous avons mis en place aujourd'hui, c'est pas pour partir dans une aventure extrême gauchisée. Je m'excuse d'appeler un chat un chat. Donc aujourd'hui, nous en sommes là. Oui. Et quel crédit apportez-vous au sondage qui donne François Hollande battu et Emmanuel Valls comme ceux d'Hillary Clinton et de Juppé la semaine dernière. Nous verrons bien. Oui, mais vous êtes persuadé quand même que, comme pour Fillon, un sondage ne dit jamais la vérité 6 mois avant une élection. Bien sûr. Ça, vous êtes bien sûr. On s'en est déjà parlé, évidemment. Je ne sais pas qui sera élu président de la République le 6 mai ou en mai 2017. Il y a une chose dont je suis persuadé et que je vois depuis 3-4 jours. C'est que la semaine dernière, quand je rencontrais les sénateurs socialistes et d'autres, ils me disaient je crois bien que c'est foutu. Depuis lundi, ils disent je pense que c'est jouable. Merci Stéphanie. Troisième partie de l'épreuve de vérité maintenant avec Michael Zamès de Public Sénat. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel, bonsoir Didier Guillaume. Bonsoir. Alors, la question, Gérard Larcher voulait faire du Sénat le laboratoire de l'alternance. Est-ce qu'il est devenu le laboratoire de François Fillon? Non, je pense que c'est plus un laboratoire. C'est le cimetière des éléphants. Oula, expliquez-nous ça. Mais je vais vous expliquer. Je pense que le rôle premier d'un parlementaire, c'est de siéger, et c'est notamment de voter le budget. La droite a fait un choix... Ah, vous ne l'avez pas digéré, ça? Et je ne l'ai pas digéré. Quand on pense au nombre de gens, à droite comme à gauche, qui veulent supprimer le Sénat, quand la droite supprime le budget au Sénat, que reste-t-il? Et donc, je crois vraiment que par rapport à ce que disait le président Gérard Larcher, pour lequel j'ai le plus grand respect, c'est un bon président du Sénat, il n'y a pas de sujet, mais il disait « Nous voulons construire le budget de l'alternance ». Et là, pour des raisons politiques et politiciennes, nous ne serons pas amenés à voter le budget, à aborder le budget. Même pas comme il l'avait fait en 2012 et 2013, au moins la première partie, rien du tout. La droite refuse le débat, car elle sait, je l'affirme ce soir, elle sait que les propositions dont nous venons de parler, si elles étaient mises là, sur la table aujourd'hui, ne leur serviraient pas pour l'élection présidentielle. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Vous l'avez dit non, tout à l'heure. Aujourd'hui, on disait comme les enfants disent je peux pas venir, j'ai piscine. Aujourd'hui, ce que dit la droite sénatoriale, c'est moi je peux pas venir, j'ai primaire. Donc, voilà. Un acte politique. Vous dites
en quelque sorte que la primaire s'est invitée au Sénat et qu'elle est victime un petit peu de cette primaire? La primaire s'est invitée au Sénat et le Sénat est victime de la primaire. Et de fait, la conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de budget. Et je pense que ce n'est pas bien du tout pour le Sénat et pour les sénateurs. C'est une faute politique? Je crois. Faute grave. Vous avez entendu à votre par rapport à tout ce que l'on voit là aujourd'hui, il faut relativiser. Mais je pense que dans ce populisme, dans tous ceux qui montent du doigt les parlementaires, tous ceux qui montent du doigt le Sénat en disant le Sénat ne sert à rien, ça coûte cher, il y a une deuxième chambre, ne pas siéger pour voter le budget, parce qu'on va siéger. Il va y avoir des débats, des discussions pour occuper la galerie, pour que Public Sénat puisse tourner l'après-midi son émission 360, etc. C'est pour ça qu'ils font ça, je suppose. C'est pas à la hauteur de l'événement, vraiment. Nous aurions aimé, nous, en 2011, rappelez-vous, lorsque nous avons été majoritaires au Sénat, le PLF 2012, nous avons fait le PLF de l'alternance, nous. Et aujourd'hui, ils prennent des prétextes fallacieux en disant l'article 40, ce n'est pas possible. C'est faux. Et quand ils nous disent que le budget est insincère et électoraliste, eh bien, rendez-le sincère. Mais baissez le nombre de fonctionnaires, le budget des fonctionnaires. Augmentez la TVA, c'est fort possible. Passez aux 39 heures, mais ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils sont dans leur primaire et ils s'adressent à la droite. Et la droite, je pense, peut se retrouver sur ce programme de cassure sociale. Vous savez, Alain Juppé, en 1995, lorsqu'il était Premier ministre, parce qu'il faut se rappeler, il était Premier ministre en 1995, il y a 22 ans, 21 ans, il voulait se battre contre la fracture sociale. Là, il veut assumer la cassure sociale. Et François Fillon, qui a toujours voulu dire du sang et des larmes, il faut dire la vérité aux Français, j'ai un pays en faillite, mais là, aujourd'hui, il ne dit pas que les comptes sont redressés. Et François Fillon dit, on va leur en faire baver, et notamment aux plus vulnérables. Eh bien, donc vous leur demandez ce soir de tout mettre sur la table? Bien sûr, tout sur la table. Et nous sommes prêts. Leur budget. Nous sommes prêts à y travailler, à participer. Nous en avons parlé en commission des finances. Allez-y. Cet après-midi, c'était absolument ahurissant ce qui s'est passé. Nous étions en commission des finances pour aborder le budget des collectivités territoriales, avec 2 amendements qui étaient présentés par les rapporteurs de la commission, alors qu'on ne va pas en débattre. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Alors, parce que nous sommes des élus responsables, parce que nous sommes des élus responsables, nous allons en commission, nous disons que nous ne partageons pas leur avis. D'ailleurs, la présidente de la commission des finances l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de budgets qui ont été votés en commission des finances, mais chaque fois que la droite sénatoriale vote contre un budget, elle ne vote pas contre parce que ce budget est trop important, il dépense trop, elle vote contre parce qu'il n'y a jamais assez. Jamais assez. Ce n'est pas cohérent. Quelle image cela renvoie sur le Sénat? Et est-ce que vous estimez qu'il y a une part de responsabilité de la part du président du Sénat? Ah oui, bien sûr. Oui. Il y a une part de responsabilité du président du Sénat. Moi, je pense que le président du Sénat aurait dû imposer que ce débat se tienne et ce budget se tienne, à moins qu'ils le fassent. Mais peut-être, je vous dis, ils étaient trop occupés par leur primaire. Peut-être qu'ils ont priorisé la primaire au budget. Je crois que c'est regrettable. Un parlementaire qui n'a pas accès au budget, qui ne peut pas en débattre, voter les recettes de l'État, voter les dépenses, ne fait pas son boulot, honnêtement. Et vous dites donc que c'est la responsabilité aussi, également, du président du Sénat. Le Sénat a écarté le délit d'entrave numérique. C'est un texte qui était dans l'égalité et citoyenneté, pour expliquer un peu aux téléspectateurs, et qui touche notamment à l'IVG, notamment pour interdire les sites qui prônent l'IVG. Là aussi, vous diriez que le Sénat est conservateur? Oui, mais le Sénat est terriblement conservateur. C'est pour ça que nous l'avons redéposé. Je l'ai redéposé dans un espace réservé, comme on appelle, de notre groupe, et nous allons en débattre dans les sites qui sont visés sont ceux qui cherchent à dissuader les femmes d'avoir recours à l'IVG. C'est ça. Il ne s'agit pas, là encore, vous voyez, ça ressemble un peu avec le débat que nous avons eu tout à l'heure en début d'émission sur les positions de François Fillon, qui est ultra majoritaire au Sénat. Il y a une volonté très rétrograde, très poussiéreuse de la société. Bien sûr qu'on défend tous la famille. Mais aujourd'hui, la famille, elle est multiple. La famille, c'est un homme, une femme, c'est 2 hommes, c'est 2 femmes. C'est comme cela. Et on ne peut pas revenir en arrière. Et on ne peut pas imposer aux citoyens ce que l'on voudrait avoir en tête et ce que l'on a appris quand on était petit. Ça ne marche pas comme cela. Didier Guillaume, il y a 3 ans, presque 3 ans, Gérard Larcher a été élu. Il y a eu des changements quand même au Sénat. Il y a eu pas mal de modifications. Sanctions financières pour les absents, fonctionnement transparent du Parlement. Diriez-vous que l'image du Sénat a changé? Oui.
Je pense. Oui, nous avons voté ces changements sans aucun problème. Alain Richard, le sénateur socialiste, avec Roger Carucci, ont travaillé dans cette direction. Moi, ça me va. Vous savez, moi, je ne cherche pas le clivage pour le clivage. Je pense que si on est conscient de ce qui se passe dans le monde, hein, Trump, l'élection en Autriche, le référendum en Italie, ce qui se passe dans les Pays-Bas, etc. Vous savez, l'extrême droite monte de partout, les populismes montent de partout. Et je crois que notre vieille façon de faire de la politique, de dire à midi, si un dit c'est blanc, l'autre dit c'est noir, s'il fait nuit, on dit qu'il fait jour, ça n'a plus de raison d'être. Il faut revenir au fond du vrai débat. Moi, je me fiche d'un tel, s'il est brun, s'il est blond, s'il est noir, s'il est blanc, c'est pas le sujet. On n'est pas là dans un casting, on est là pour montrer aux Français quelle est notre politique. Et notre politique, ce sont des actions, ce sont des actes, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et quand ce que fait le Sénat, c'est bien, nous le votons pour son fonctionnement interne. Mais vous savez, je crains que tout cela soit balayé, malheureusement, que l'on reparte 3 ans, qu'on prenne encore 2-3 ans de retard, parce qu'on ne votera pas le budget, parce que les Français qui s'intéressent à la politique vont quand même se rendre compte que nous ne voterons pas le budget. Alors, on vous écoute, hein, Didier Guillaume, vous défendez le Sénat, l'image du Sénat, mais il y a aujourd'hui un élu socialiste du Sénat qui considère qu'une décision de son parti va à l'encontre justement de ce combat que vous menez pour l'image et la crédibilité de cette Assemblée. C'est David Assouline. On l'écoute car il va perdre manifestement son poste. Il est très contrarié de devoir céder sa place à Daniel Vaillant. Ce qui est désolant aussi, c'est que c'est la façon dont on considère le Sénat lui-même. Ce n'est pas la chambre des retraités de l'Assemblée nationale en fin de plusieurs mandats. Et ici, c'est une chambre en tant que telle. J'ai essayé d'animer ces débats, comme vous le savez. Alors, respect du Sénat, disiez-vous il y a un instant à propos de l'examen du budget. Respect du Sénat, dit David Assouline. Vous avez entendu? Que répondez-vous? J'ai entendu, oui. Je suis à la fois surpris parce qu'il ne faut pas se parler comme cela entre amis, entre camarades. Je ne sais pas ce qui va être décidé à Paris. C'est une décision purement locale. Donc, le Sénat, c'est pas remettre tel député qui est ici, mais il y en a beaucoup qui sont venus déjà de députés. Mais ce n'est pas peut-être ce que les Français ne veulent plus Mais voir. ce n'est pas reconduire à vie des sénateurs non plus. Donc, c'est pas ça le sujet. Moi, David Assouline fait du bon travail au Sénat. Je veux le dire. Après, ce qui se passe à la Fédération de Paris, c'est à eux de s'en arranger. Peut-être plus largement sur le renouvellement de la classe politique, c'est peut-être ce qu'il a voulu dire. Oui, mais enfin, alors là, pour le coup, le renouvellement de la classe politique, on a de leçons à recevoir de personne. Hein. Nous mettons des candidatures paritaires, ce n'est pas leur cas. Il y a plus de femmes de gauche que de femmes de droite. Le renouvellement de jeunes, dans la diversité... Le Sénat n'est pas la maison de retraite de l'Assemblée nationale? Non, le Sénat est une institution qui est importante, mais au Sénat, il y a beaucoup de députés. Je ne sais pas si le président Larcher n'a pas été député avant d'être sénateur, mais il y a beaucoup de députés qui viennent là après. C'est pas un problème de maison de retraite. Vous savez, dire que le Sénat est une maison de retraite, déjà, c'est commettre une énorme erreur. C'est aller dans le sens de ceux qui veulent supprimer le Sénat. Moi, je ne veux pas supprimer le Sénat. Je veux le rénover et le moderniser. La droite veut supprimer le Sénat? Mon sens, si François Fillon est président de la République, vu les soutiens qu'il a au Sénat, je ne suis pas sûr qu'il s'engage dans cette direction. Mais je pense que ce serait une erreur. À droite comme à gauche, il y a des gens qui veulent supprimer le bicamérisme. Je pense que ce serait une erreur. Maintenant, si vous me dites qu'il faut que rien ne bouge, non, on ne peut pas mettre 1 an et demi pour voter une loi. Ce n'est pas possible. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des choses qui doivent avancer. Moi, je suis pour la suppression de la dotation parlementaire, de la réserve parlementaire. Je le dis depuis longtemps. C'est éculé, ça n'a plus aucun sens. Et l'argent qui est donné à chaque sénateur ou député pour financer des associations. Oui, des associations. Moi, j'en donne pas parce que je pense que c'est pas normal, c'est du clientélisme. Mais y compris des investissements dans les mairies, ferait mieux d'être attribué au préfet pour augmenter la dotation aux collectivités locales. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir 2 lectures, 3 lectures pour un texte. Une lecture, ça suffit. Je pense que la procédure accélérée doit devenir la procédure normale. On fait un aller-retour et après on vote les conclusions. Ça suffit. Est-ce que vous espérez... À l'ère des réseaux sociaux, on met 1 an et demi pour voter une loi. D'abord, est-ce que vous espérez que François Hollande, s'il est candidat, prenne pour lui les mesures que vous voulez annoncer? J'espère. Proposer, en tout cas. Je sais qu'il y aura un volet institutionnel dans tous les candidats. Je suis pour le maintien du Sénat, pour la diminution du nombre.
Oui, je crois, pour la diminution du nombre de députés et de sénateurs, ça, on peut faire des efforts. Pour qu'on ait plus de moyens de contrôle, un peu comme il se passe au Sénat américain, des moyens de contrôle de l'action du gouvernement, des moyens d'expertise, et puis que l'on vote la loi un peu plus vite. Et à partir de là, je pense que ça irait. Je ne suis pas pour un Sénat qui serait à la fois le rassemblement, comme le Bundesrat allemand, le rassemblement de tous les élus locaux. Non, moi je suis pour la limitation drastique du cumul des mandats. J'ai été cumulard et je suis pour un mandat de parlementaire unique, sans aucun autre accompagnement. Merci Mickaël, merci Didier Guillaume. Merci à vous. Avec nous. Aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est Gérard Larcher que vous avez évoqué il y a un instant qui sera l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.